Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Vous écoutez les podcasts Human Coders. Dans chaque épisode, j'invite un ou une développeuse pour parler de techno, de pratiques de développement ou bien tout simplement de sujets en lien avec l'informatique. Au programme également des parcours de dev qui j'espère vous inspireront. Je suis aujourd'hui avec Anne Nicolas, cofondatrice de Tapstream et passionnée par les logiciels libres. Si je vous dis Git commit, Git push, Git revert, vous l'aurez compris, je parle de Git. Alors dans cet épisode, on va justement parler de Git, mais aussi de GitLab. Dans ce qui suit, Anne, qui est formatrice sur ces deux technos, nous partage son expérience pour bien les utiliser sur vos projets et avec votre équipe. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Alors, rapidement, si je devais résumer mon parcours, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans l'open source. Je suis passée pas loin de 8 ans chez Mandriva, l'éditeur de distribution Linux. Et comme j'ai beaucoup effectivement évolué dans ce milieu-là, on a vu Git arriver vers les années... moi, je l'ai vu arriver vers les années 2007-2008. Et donc, c'est assez naturellement, finalement, que c'est devenu un outil à part entière dans notre boîte à outils open source. Et du coup, quand effectivement, on a su que Human Coders cherchait des formateurs sur Git, moi, je me suis dit que c'était une bonne occasion, effectivement, pour aller plus loin sur cet outil-là, pour transmettre ce que moi, j'avais appris au sein des projets. Et puis en faire profiter les autres, sachant que la formation, c'est aussi un peu mon dada. Donc voilà. Ok, merci. Alors justement, avec Git, je voulais te demander un petit peu si tu pouvais rappeler ce que c'était, ce que ça permettait de faire. Ouais, Git, Git, l'outil en lui-même, c'est un outil, on va dire, basique, entre guillemets, dans le sens où son unique objectif, c'est de faire de la gestion de version pour le code. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire gérer un historique qui puisse être réutilisable par tous, permettre le travail collaboratif, sans se marcher sur les pieds, et puis avoir un outil efficace effectivement pour gérer toutes les situations possibles et imaginables quand on a besoin de revenir en arrière sur son code. Et avant qu'on commence, tu me disais que en fait Git ça peut être un petit peu traître parce que ça semble simple. Ouais. Enfin, après, c'est mon cas quand moi j'étais développeuse, c'est vrai que j'utilisais un peu tout le temps les mêmes commandes. J'ai un peu appris bêtement, tu sais, git push, git checkout, etc. Et finalement, c'est vrai que quand il y avait des choses un petit peu plus complexes à faire, j'avoue que je savais pas trop comment ça marchait cet outil. Et tu me disais que c'était quelque chose que souvent tu rencontres en fait. C'est ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent en fait. Moi, donc ça fait 4 ans donc on travaille avec Human Coders. Et donc, je dirais, allez, on va dire une bonne partie, 98%, j'ai l'habitude de dire, des gens que je vois passer en formation utilisent Git, un peu comme ce que tu disais, c'est-à-dire depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, avec, on va dire, une série de commandes qu'on utilise tous les jours, et au final n'utilise que peut-être 1% de ce que fait l'outil, sans parler de ceux qui viennent d'autres gestionnaires de version, par exemple comme Subversion. Et donc la tendance c'est un peu de se dire je vais utiliser Git comme Subversion. Or on a deux logiques qui sont presque antagonistes entre les deux. Donc voilà, donc c'est vrai que en formation, je vois souvent passer des gens effectivement qui me disent finalement dès qu'il y a un problème, on est bloqué, on ne sait pas pourquoi l'outil réagit de telle ou telle manière, pourquoi j'ai l'impression d'avoir perdu du code, etc. Et parce que souvent les fondamentaux de l'outil sont pas su en fait. Et justement, tu as des petits exemples de choses qu'on fait mal ou qu'on n'exploite pas avec Git ? Alors, en fait, ça reviendrait à passer toutes les bonnes pratiques qu'on voit pendant les formations, de la bonne utilisation des messages de commit, par exemple. Ensuite, la construction d'un historique lisible, réutilisable, qu'on peut reverter facilement. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas avoir si effectivement on ne sait pas comment fonctionne fondamentalement l'outil, si on n'a pas passé en revue un certain nombre de bonnes pratiques qui sont essentielles finalement pour avoir toutes les forces de l'outil, quoi. D'accord. Et en fait, alors je sais pas si c'est récemment, mais en tout cas il y a GitLab qui existe maintenant. Et en fait, je me demandais d'où c'est né en fait. Dans GitLab, il y a Git, hein. Alors Ouais. est-ce que c'est un outil qui a été créé pour répondre à un besoin ou à quelque chose qui manquait dans Git ? Enfin, est-ce que tu sais Alors pour la petite histoire, GitLab ça date de 2011. On peut dire que c'est relativement récent puisque Git a été créé en 2005.
Donc c'est venu bien après. GitLab, enfin moi je le vois comme ça, c'est un outil qui a été développé suite à l'apparition de GitHub. On va dire, tout ça c'est de la même famille. GitHub qui est un peu plus récent, là je suis en train de vérifier en même temps, c'est 2008. Alors ces outils-là, en fait, ce sont des outils qui viennent se superposer sur Git, en fait. C'est-à-dire que la base de toutes ces plateformes, c'est Git, celui qu'on utilise tous les jours, et on a rajouté par-dessus une interface web. Je vais schématiser, avec un certain nombre d'outils indispensables dans le cadre du développement. C'est-à-dire, je pense au bug tracker, au wiki pour documenter, tous ces outils-là, les outils de code review. Et donc, l'avantage de ces plateformes-là, c'est qu'elles sont directement intégrées avec Git. Et donc, on a des facilités, en fait, dans toute la gestion de la chaîne de développement et de déploiement, d'ailleurs, parce que maintenant, GitLab fait aussi du déploiement en continu, ce qu'on appelle le déploiement continu. Parce que avant, ce qu'on avait à faire, souvent, dans les entreprises, on avait une brique Git, on avait un outil de gestion de bugs, par exemple un Bugzilla, on avait un wiki, je vais prendre MediaWiki, par exemple, MediaWiki, oui. Et donc, il fallait créer les passerelles entre tous ces outils-là pour les faire communiquer. Alors, quand on parle de communication, je prends un exemple très simple. C'est le fait d'avoir la possibilité, par exemple, quand on met un mot-clé dans un message de commit, quand on push le commit sur le serveur, ça va automatiquement alimenter, par exemple, une entrée dans le bug tracker. Pour simplifier la vie. Voilà. Et c'est toutes ces interactions, en fait, qui sont aujourd'hui, qui sont devenues presque indispensables et que fournissent ces plateformes. Alors, GitLab qui est en full open source et GitHub qui lui ne l'est pas, mais qui est extrêmement populaire aussi. Ok, et d'ailleurs j'ai vu, il y a GitLab CI qui existe. Ouais. Donc ça c'est vraiment pour faire de l'intégration continue, c'est ça? C'est une brique en fait qui va s'ajouter Alors à GitLab. voilà, ça permet de faire de l'intégration continue et du déploiement continu maintenant aussi. Donc c'est une brique qui a longtemps été développée en parallèle à GitLab et qui aujourd'hui est intégrée complètement dans GitLab. Donc quand on installe GitLab sur un serveur, on a aussi cet outil-là. Et effectivement, ça permet donc de déclencher des actions d'intégration ou de déploiement en fonction effectivement des commits qu'on va produire sur le serveur. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres briques que tu vois qui sont intéressantes à mentionner? Déjà avec ce type de plateforme, on a déjà beaucoup d'outils déjà. Il faudrait déjà arriver, je dirais, l'idéal serait déjà d'arriver à maîtriser et organiser ça correctement, parce que souvent ces outils-là, en plus, alors non seulement on a du mal à rentrer dans les abîmes de Git, mais GitLab aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement touffu. Et nous, on fait par exemple on fait du consulting en entreprise sur GitLab. Et souvent, quand une entreprise nous appelle pour les aider en fait à mieux utiliser GitLab, c'est souvent des utilisations basiques qu'on voit. Donc, en gros, ça sert d'interface web pour gérer les comptes utilisateurs. Éventuellement, on utilise le bug tracker, mais ça va jamais très très loin, quoi. D'accord. Voilà. Et tu penses que ça vient d'où ça? Donc en fait, on voit que comme pour Git, finalement, les gens ont du mal à vraiment utiliser toutes les fonctionnalités, c'est ça? Enfin, aller au... Ouais, alors je pense que c'est un peu général. Moi, je le vois comme ça, c'est que c'est considéré comme des outils. Et les outils, pour les utiliser, on prend le mode d'emploi et on fait en sorte effectivement que ça tombe en marche, si je puis dire, et sans pour autant chercher effectivement toutes les possibilités de l'outil en question. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye, on a des usages au sein de l'entreprise qui sont présents, et on essaye de tordre l'outil pour qu'il corresponde exactement aux usages qu'on avait précédemment. Or, souvent, ces outils-là, je pense à Git particulièrement et à GitLab aussi, font qu'il va falloir revoir un certain nombre d'usages et une certaine façon de travailler. Et c'est ça qui est pas très bien, voilà, qui est difficile à mettre en adéquation en fait. Et puis peut-être revoir les paradigmes ou l'approche en fait qu'on avait avant, c'est ça. Donc on essaye peut-être pas de remettre à plat un petit peu. Exactement. Okay. Alors quand on fait de l'accompagnement, souvent, on se rend compte finalement que ça permet effectivement de remettre à plat, comme tu disais, les façons de travailler, les bonnes pratiques, les workflows de travail. Et c'est une bonne occasion pour ça. Mais si on ne le fait pas,
on arrive des fois à des situations qui sont un peu pénibles, où on subit l'outil. Et du coup, on se retrouve avec des équipes de développeurs complètement démotivés, qui pensent de toute façon que c'est un outil qui ne fonctionne pas, qui fait pas ce qu'on leur demande. Voilà, on arrive à des situations où voilà, il y a une espèce de frein qui se fait par rapport à tout ça, quoi. Et justement, est-ce que tu as des conseils? Est-ce que là, tu aurais un message à faire passer aux potentiels utilisateurs de ces outils? Ouais. Alors nous, ce qu'on voit, c'est que finalement, la migration vers Git, on va dire côté serveur, c'est ce qu'il y a de plus simple. Mhm. Parce que aujourd'hui c'est extrêmement bien documenté, on trouve tout ce qu'il faut pour faire ça assez facilement. Et la grosse difficulté se situe au niveau des utilisateurs en fait. Donc la formation, alors on va prêcher pour notre paroisse, la formation est extrêmement importante parce que si les utilisateurs s'approprient l'outil, eh ben on va dire, c'est presque gagné. Alors la formation c'est une chose, mais ce que j'explique souvent, c'est que la formation ne suffit pas. Il faut mettre en place à côté, il faut écrire la manière avec laquelle on va utiliser l'outil. Parce que Git a la particularité d'être extrêmement permissif. On Mhm. peut faire plein de choses avec, et même des choses absolument dégueulasses. Euh, et donc, l'idée, c'est d'expliquer, voilà mon workflow de travail, voilà les bonnes pratiques que j'entends appliquer sur Git, Mhm. voilà comment j'entends que les gens utilisent Git. Par exemple, je vais pas pour ceux qui connaissent un petit peu, par exemple, c'est la question du merge versus rebase. Ah Je oui, pense pas oui, dans le oui, oui. détail. Ça, c'est une des grosses questions, mais ça il faut absolument le mettre noir sur blanc. Comment est-ce que j'écris mes messages de commit, comment est-ce que je travaille dans les branches, comment est-ce que je nomme mes branches, mes tags, tout ça, ça doit être documenté. Et Mhm. quand c'est documenté, et ben, finalement, c'est ce qui va border l'utilisation de l'outil et éviter qu'on ait que ça parte en grand n'importe quoi, parce que on a de plus en plus de gens qui sont formés sur Git aujourd'hui, qui ont leurs propres habitudes, et leurs habitudes ne sont pas forcément celles du projet qu'ils vont intégrer. Donc, D'accord. si on borde pas, ça peut devenir vite la cata. Mais justement sur ce fameux rebase, c'est quoi en fait l'impact? Enfin, comment tu privilégies l'un ou l'autre? Alors, le rebase, pour moi, c'est probablement l'outil le plus controversé sur Git. C'est-à-dire, si on cherche de l'info sur le net, on va trouver tout et son contraire. C'est-à-dire, on va avoir des gens qui vont dire c'est génial, il faut l'utiliser, etc. Et il y a des projets qui proscrivent totalement l'utilisation du rebase. Pourquoi? Parce que le rebase en lui-même, déjà, c'est ce qu'on appelle un outil de réécriture d'historique. Donc, on modifie un historique existant. Ouais. Il y a des précautions à prendre dans ces cas-là. On dit souvent qu'il ne faut pas modifier un historique qui a déjà été partagé sur le serveur, Mhm. parce que ça peut foutre la pagaille, tout simplement. Donc il y a ce truc-là. Et deuxième chose très importante, c'est que ça le modifie de manière complètement transparente. C'est-à-dire que on va faire un certain nombre d'actions sur l'historique sans que ça se voit jamais. Et D'accord, donc, il y a une perte d'information, en fait, à ce niveau-là. Et du coup, la question, c'est de savoir, est-ce que j'ai besoin de cette information ou pas? d'accord. Il y a certains qui vont dire, bah, il faut que ce soit complètement transparent, je veux tout voir. Donc le rebase, dans ces cas-là, effectivement, bah, voilà, s'applique difficilement. Et il y en a qui vont dire, bah, dans certains cas de figure, voilà, l'information n'est peut-être pas extrêmement essentielle, donc on peut se permettre de l'occulter, par exemple. Mhm. Donc c'est ce genre de questions qu'il faut se poser, mais ça, il faut se les poser rapidement. Pas au moment où c'est la pagaille, où effectivement tout le monde fait un petit peu ce qu'il veut. Donc pour moi, ouais, ça fait partie des choses à encadrer. Ouais. Donc oui, donc en fait, finalement, pour résumer, quand vous utilisez Git, heu, posez les bonnes pratiques ensemble, enfin, décidez en fait, C'est ça. quelles sont les limites, comment faire vos messages, dans les commits, faire du rebase ou pas, et cetera, en fait. Posez C'est vraiment ça. un cadre, Ouais, finalement. tout à fait. Poser un cadre. Alors après, ça dépend de la culture d'entreprise. Il y a des sociétés où effectivement, on va dire que c'est quelque chose qui va venir du haut et qui va s'appliquer sur l'équipe. Mmh. Et puis j'en ai vu où on l'a fait ensemble, c'est-à-dire au sein de l'équipe avec tout le monde autour de la table. C'est sûr que on va dire, ça serait la meilleure des choses à faire parce que ça permet à tout le monde de s'approprier les décisions qui ont été prises et de les comprendre, même si Mmh. effectivement on n'est pas tout à fait d'accord sur tout. Mais bon, voilà. Après, ça dépend aussi voilà, de la culture voilà, et puis des habitudes sur chacun des groupes. Mais ouais, c'est de cadrer. Moi, ça me paraît l'essentiel. Ah ouais, non, mais c'est vrai, je me souviens que
c'était pas forcément toujours cadré. En tout cas, les messages, oui, on avait toujours un pattern en fait. Ouais, Quand on faisait ouais, les commits, il y avait ouais. vraiment des règles. Sur le Rebase, je me souviens que suivant à qui je demandais dans l'équipe, Oui, voilà, tout le monde n'avait pas la même opinion en fait sur le oui, sujet. ouais, ouais, C'était toujours le débat, c'est voilà. ça, c'est ça. Et dans la formation, j'ai laissé en fait sur un des slides justement sur le Reveil, j'ai mis un petit lien. C'est un mail qui avait été envoyé par comment il s'appelle, Linus Torvald, donc qui est le créateur de Git. D'accord. Donc on va dire comment, Dieu dans l'équipe noyau, et qui n'a pas pour habitude d'être très très diplomate, et voilà, qui a des fois un langage un peu fleuri, et puis il explique justement tout le bien qu'il pense du Rebase quand c'est mal utilisé. Donc là, on a un truc vraiment très concret, et ça date de 2008. Et donc ça veut dire que voilà, c'est un problème qui est récurrent et qui se pose régulièrement. Donc voilà, si on clarifie pas ce type de problématique, ça peut être embêtant effectivement pour la bonne tenue du projet, quoi. D'accord. Et du coup, est-ce que dans GitLab, alors GitLab, est-ce que ça a été créé par la même équipe? Enfin, je sais pas si tu sais. Alors non, à ma connaissance, ce sont des développeurs. C'est pas le même projet. On a bien deux D'accord. projets différents. Il y a une société d'ailleurs GitLab. Donc aujourd'hui c'est un mode mix, c'est-à-dire que il propose en fait en libre accès, on va dire la plupart de ce qui fait GitLab Mhm. aujourd'hui, et les toutes dernières fonctionnalités en fait sont proposées en exclusivité en fait à ceux qui achèteront une licence entreprise. Ouais, Mais globalement, pour un usage courant, c'est vrai que la version communautaire est largement suffisant. d'accord. Euh, c'est des gens qui sont a priori extrêmement expérimentés sur Git, parce que sinon ce serait très compliqué effectivement de monter ce type d'outil, quoi. Et justement, est-ce que dans GitLab, tu as un peu le même souci? Est-ce que tu recommandes d'avoir un cadre comme pour Git? Est-ce qu'on échappe à ça ou pas? Non, parce que finalement, le cadre qu'on pose sur Git va s'appliquer sur GitLab en fait, D'accord. puisque c'est du Git à la base. Ouais. Et après, on va rajouter la façon qu'on veut voir, la façon qu'on voudrait proposer pour utiliser. Comment est-ce que je remplis un bug tracker? Comment est-ce que je gère, par exemple, ce qu'on appelle les merge requests, les workflows des merge requests, Mhm. ce genre de choses. C'est pareil, voilà, il faut que ça soit formalisé, il faut que les gens soient formés, et de manière à ce qu'on aille exactement là où on veut aller finalement. Mhm. Donc, on va dire que c'est des problématiques supplémentaires par rapport à tout ce qu'on a dit sur le cadre Git. D'accord. Voilà. Et j'avais quand même une question sur les limites, parce que bon, on a parlé de tout ce que ça pouvait faire. Est-ce que selon toi, il y a quand même des limites à Git ou à GitLab, enfin des choses que t'aimes pas, des choses qui sont chiantes? Euh, pour le moment, alors GitLab, je connais un petit peu moins bien parce que me suis particulièrement focalisée sur GitLab. Euh, des choses que j'aime pas du tout, pour le moment, non, je dirais que il y a moyen effectivement d'adapter l'outil aussi, sans forcément lui faire n'importe quoi, mais l'adapter à ce qu'on veut en faire. Mhm. Donc, je suis pas arrivée à un point où je me dis ce truc-là, c'est vraiment pénible sur GitLab, quoi. D'accord. Parce Ouais. que ouais, j'ai lu plein de commentaires qui disaient que l'interface était pas top. Moi, je sais pas Ouais. si. Alors après, il faudrait savoir ce qu'ils entendent par pas top. Non, après, je t'avoue que je l'ai pas utilisé, donc je sais pas. Ouais. Et je me demandais, est-ce que du coup GitLab, est-ce que c'est fait pour n'importe quel projet? Est-ce que c'est plutôt pour certains types de projets? Pour moi, je pense que ça peut s'adapter à n'importe quel projet. Enfin, moi, je l'ai vu utiliser sur des projets de développement pur. Je le vois utiliser en ce moment. On a un gros projet sur tout ce qui est administration système, D'accord, pour faire du déploiement continu. Je l'ai vu utiliser pour des projets de documentation quand le format s'y prête. d'accord. Euh, je dirais que pour moi, il faut l'adapter, quoi. C'est un outil, c'est comme n'importe quel outil. Il faut bien le connaître et l'adapter à ses besoins, à mon sens. Ok. Est-ce que y a autre chose que tu aimerais partager? Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer? Je vais me répéter, mais voilà, je pense qu'il y a un vrai intérêt à se former, que oui, guide, c'est pas facile. Et bien connaître, on commence tout le temps la formation par là, connaître comment l'outil fonctionne, c'est-à-dire ce qui se passe dans le moteur en gros,
Ça permet effectivement de mieux comprendre le fonctionnement et de devenir autonome dessus. Et du coup d'aller plus loin avec l'outil et de faire des choses beaucoup plus efficaces. Mais il faut faire cet effort initial. Alors pour l'entreprise, voilà, c'est un effort effectivement en termes de coût de formation. Mais je pense qu'on a souvent tendance à se dire, bah tiens, je vais utiliser des outils open source, ça va me coûter moins cher, je vais faire tout seul et ça va passer tout seul. Mhm. Et je pense sincèrement que là, c'est compliqué quand même. D'accord. Voilà. Et est-ce que, je sais pas si tu as des exemples de risques en fait à mal utiliser Git, hein. Enfin, c'est quoi les plus gros fails? Bah, les plus gros fails qu'on a vus, on est intervenu une fois dans une boîte, bah, ils avaient perdu des commits. Enfin, ils pensaient, en fait, ils avaient tout un pan de développement qui avait disparu en fait de leur historique de commit. D'accord. Donc ça représentait plusieurs jours de développement. Donc voilà, on peut faire des choses voilà, qui peuvent être très problématiques pour la suite. Ça se récupère, ça met un petit peu de temps, ça se récupère, mais quand on est formé sur les tenants, les aboutissants, les conséquences de ce qu'on fait, je pense que ça peut limiter ce type de risque. Eh bien, merci encore Anne pour toutes ces recommandations. À vous de jouer maintenant en définissant le cadre qui vous correspond. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir en discuter sur notre blog, blog.humancoders.com, et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.